Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale bilan lecture, en tout cas première partie du bilan lecture de l'année 2025 et on va s'attaquer à quelque chose de pas très joyeux puisqu'on va parler de mes déceptions slash peut-être pires lectures de 2025. Il y a quand même une petite distinction entre les deux termes à prendre en compte puisque les pires lectures ce sont des lectures, ça va pas transcender vraiment de manière qualitative. Et déception, ça désigne des livres qui ne sont pas forcément de mauvais romans, c'est juste que j'avais peut-être un peu trop d'attentes, ce qui a pu amener à des dégringolades plus ou moins fortes. Il y a une certaine amertume parce que je sais que en dehors de ces déceptions-là, ça aurait pu être une bonne lecture parce que c'est un bon livre objectivement parlant, même si bon, rien n'est vraiment objectif dans la littérature, je présume. Mais il y avait des chances, il y avait les bons ingrédients pour que ça marche avec moi et ça l'a pas fait. Il n'y a pas vraiment de top. Rappel évident, mais qui est quand même nécessaire, je n'ai rien contre les fans de ces livres. Si vous avez aimé, et tant mieux pour vous. Je respecte quand même tous les autoristes qui ont pu écrire ces livres-là, et parce que en général ils ont trouvé leur audience. Et c'est ça qui est cool, c'est juste que voilà, je suis pas dans le même bateau que vous. Mais je vous fais coucou sur la rive. Donc au début de l'année, j'ai eu ma première grosse déception. Je suis tellement deg de pas avoir accroché, c'est Gideon la 9ème de Tamsyn Muir, publié chez Actes Sud. L'héroïne avait un bon potentiel pour que je m'attache à elle. Elle était punk, elle était vive, elle était sarcastique, elle était drôle, également une romance lesbienne. Et la dynamique, c'était un peu un truc à la Enemies ou Rivals to Lovers. C'était assez cool à voir. C'est juste que j'avais l'impression que les événements et la narration ne suivaient pas cet engouement, enfin cette dynamique, cette énergie qu'on ressentait dans l'ambiance, dans le côté un peu funky, un peu punk. Et du coup, je me suis lassée progressivement. Je me suis pas forcément attachée au personnage en âge, j'avais complètement oublié qui c'était. Je crois qu'il y avait quand même quelques rebondissements, quelques surprises, donc c'est quand même une expérience à tenter. C'est juste que ouais, j'ai pas accroché, surtout que la fin elle est ouf. C'est une fin assez audacieuse qui promet pour la suite. Et j'ai envie de savoir où ça va nous mener, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça matche pas avec la plume. Donc voilà, tant pis. J'ai pu également lire Zodiac Academy de deux autrices, je ne sais plus qui c'est, je suis désolée. Alors, c'est pas vraiment une déception, c'est plutôt l'une des pires lectures, mais en même temps, je m'attendais pas à grand chose. En fait, je savais que j'allais pas aimer, donc j'avais pas forcément d'attente. J'avais déjà entendu pas mal de choses au niveau de la qualité de la saga, enfin notamment du tome 1, parce qu'apparemment ça s'améliore par la suite. C'est juste que le tome 1, au début, ça s'annonçait bien. C'est quand même une petite déception, parce que voilà, je vous renverrai ma critique en barre d'infos si vous voulez, parce que c'est plus construit. Mais au début, je sentais que je m'attachais aux héroïnes, je voulais qu'elles aient leur revanche, parce qu'en gros, elles vont être dans une académie où elles vont être harcelées de tous les côtés, mais vraiment harcelées niveau hardcore, quoi. Notamment par un groupe de mecs qui sont un peu les plus populaires, qui font un peu la loi dans cette académie, et ils les maltraitent de ouf. Mais on sent qu'elles vont réussir à acquérir du pouvoir, asseoir leur autorité pour prendre leur revanche et les dominer eux. Donc il y avait un peu ce côté female rage. Le truc, c'est qu'il y a des amourettes entre les harceleurs et les harcelés. Je sais que par la suite, ça va peut-être s'améliorer, mais j'ai pas la patience pour continuer, pour me figer ce genre de relations toxiques, parce que ça joue sur le cliché du fait qu'ils sont beaux, les gars, et du coup, on va quand même flirter avec eux, on va quand même rentrer dans leur jeu de séduction, de manipulation, même si on sait qu'ils peuvent être destructeurs pour nous, et même si on n'a pas encore les outils pour nous armer, pour faire face, pour être arme égale avec ces mecs-là, et pouvoir les défoncer au cas où. Non, c'est vraiment dans un jeu de domination, dans une sorte de hiérarchie. Tu sens que c'est très gratuit, c'est vraiment forcé pour amener à une romance, pour ramener vers une tension charnelle, sexuelle. Donc voilà, je me suis sentie abandonnée par les héroïnes parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, alors qu'au début ça commençait bien, vraiment, je m'attachais à elles, à leur dynamique sororale, et après... donc voilà, c'était quand même, je pense, ma pire lecture de 2025. Alors, c'est ni une déception, ni l'une des pires lectures, parce que j'ai lu vraiment pour connaître, pour comprendre la hype, par curiosité. On va parler de La femme de ménage un peu, de Freda McFadden, publié chez J'ai lu. Je vous présente pas, et en plus, en fait, ça fait tellement prévisible que je préfère ne rien livrer par rapport à l'histoire, pour vous laisser la surprise. En vrai, j'ai bien accroché. Je l'ai lu en une journée, je l'ai dévoré. Donc c'est hyper addictif, c'est très prenant. Les rebondissements, les retournements de situation font que je comprends pourquoi il y a eu autant de hype, surtout venant de personnes qui justement ne lisent pas forcément, parce que j'ai vu pas mal de témoignages de personnes qui disaient que voilà, ils disaient jamais que c'est la femme de ménage qui les ont mis ou remis à la lecture, donc c'est vraiment super cool. Et je comprends pourquoi, ça touche à des questions de société qui sont quand même importantes, qui nous touchent
toutes et tous. Il y a un côté cathartique. Le truc auquel je m'attendais pas et pour lequel j'étais extrêmement déçue, d'autant plus que ça a été écrit par une femme, c'est toute la dimension grossophobe, toute la dimension pick me, entre guillemets, dans le sens où l'héroïne, elle se compare beaucoup avec sa rivale, entre guillemets, pour se valoriser elle, en disant que sa rivale, elle est trop grosse pour s'afficher avec son mari qui, lui, c'est un dieu grec, il a un corps de rêve, il est hyper viril, il est parfait et tout, et que elle, l'héroïne, elle correspondrait mieux à ce mâle alpha là. Et donc elle dénigre énormément physiquement cette femme, pareil pour les amis de cette femme. En fait, il y a vraiment ce cliché en mode ce sont des bourgeoises, et du coup elles sont hyper superficielles, et moi je suis simple, je suis belle, je suis jolie, mais je le sais pas. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est sorti dans les années 2020, quoi. C'est pourquoi, à quel moment on écrit encore ce genre de choses? Je sais pas à quel point ça a frappé les gens, mais moi c'était hyper malaisant et du coup je me suis jamais attachée à l'héroïne. Ça a été un calvaire de la lire. Ça a vraiment été l'un des pires personnages que j'ai rencontrés de l'année. Donc voilà, même si ça a été addictif, ça a été prenant, mais vraiment, genre, j'étais en mode, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle dit là? Parce que c'est vraiment des remarques, mais c'est tellement cliché, c'était limite parodique, c'était absurde. J'étais en mode, mais à quel moment tu fais ce genre de remarques? J'ai lu le dernier tome de Ces promesses qu'on croyait éternelles de Neil Gorman et Maria Alino, publié chez Albin Michel. Alors pareil pour La femme de ménage, je vais juste relever un point qui m'a vraiment saoulée au cours de ma lecture, sinon le reste, en vrai, ça allait. Je suis pas la plus grande fan de cette saga, mais j'aime bien lire tous les tomes qui sont sortis parce que j'aime bien voir où vont les personnages, comment ils évoluent. Tu t'attaches quand même, mine de rien, à leur petit groupe d'amis, à leur dynamique, au fait que l'amitié est quand même pas mal mise en avant. Donc ça, c'est vraiment cool et je respecte et j'admire vraiment le travail des autrices. Le fait également qu'elles essaient de donner un maximum de visibilité et qu'elles essayent de parler d'un maximum de sujets assez sensibles, notamment autour de la santé mentale. Il y a un truc avec lequel j'accroche moins, notamment avec Neil Gaiman, parce que c'est également le cas avec Ashes Falling for the Sky, qu'elle coécrit avec un autre auteur, c'est l'over-dramatisation de tous les destins des personnages, le fait qu'ils vont traverser les pires épreuves possibles et que ça va en rajouter, ça va en rajouter. En fait, c'est très tire-larme. On a envie de faire pleurer le lecteur et je déteste quand je ressens ça, quand c'est trop flagrant. Et là, du coup, bah, je me détache émotionnellement parce que comme c'est trop, et bah, je me détache, je me distancie pour me préserver et parce que bah, ça manque de réalisme entre guillemets parce que je vois c'est rare qu'un humain doive encaisser tout ça quoi. Et dans une fiction, oui, tout est possible, mais là, ça s'enchaîne de manière tellement grossière que ouais, je me détache. Dans ces promesses qu'on croyait éternelles, il y a un peu ça, même ouais, il y a un peu ça et ce qui m'a frustrée. En fait, il y a plusieurs points qui m'ont frustrée. Il y a déjà ça et le fait qu'à la fin bah, t'as une ellipse et en fait tout est résolu de manière hyper rapide, hyper rushée, t'as pas d'explication. On survole sur les résolutions, sur ces moments qui sont cruciaux en fait et que j'aurais bien voulu voir être développés plutôt qu'être résumés à la va-vite comme ça parce que tu développes, tu vois les personnages souffrir et à la fin tu vois même pas comment ça peut être résolu. C'est comme si on s'attardait surtout sur les drames et pas sur bah, l'espoir, je sais pas trop. Mais bon, après, je suis quand même attachée au personnage, à ce qu'il peut vivre. Notamment ici, bah, j'ai bien aimé le personnage de Kena, ça a été mon personnage préféré depuis le tome 1, le personnage qui m'intriguait le plus. En parlant d'elle, alors je respecte le fait que les autrices essaient de donner un maximum de représentation. Le truc c'est que il n'y a pas eu de représentation lesbienne. En fait, Kena elle est bisexuelle, mais toutes ses aventures qui sont développées, sexuelles, amoureuses, c'est avec des mecs. Je sais pas, j'ai l'impression que on est encore un peu pudique par rapport à la représentation lesbienne. Je sais pas, peut-être que je vais trop loin, mais ça m'a manqué. En tout cas, j'avais l'impression que ouais, c'était encore un peu en arrière et que il y avait un peu cette pudeur ou un peu peut-être cette gêne, cette timidité à l'idée de montrer deux femmes qui s'aiment. Après, je sais qu'il y avait une scène lesbienne très brève dans les précédents tomes, mais là, j'aurais bien voulu plus. Parce que là, c'est un tome qui est centré sur Kena notamment, donc ça aurait été l'occasion, je sais pas, de développer les relations lesbiennes. Mais bon, après, elles ont développé plein d'autres choses. Mais le truc qui m'a plus saoulé dans le dernier tome, c'est le trope de la tromperie. Je ne veux pas vous spoiler vraiment en vous dévoilant les acteurs de cette tromperie, mais en fait, on va tisser pendant plusieurs chapitres plein de scènes romantiques entre deux personnages, en sachant que par derrière, il y a un personnage qui est en train de se faire tromper. Et du coup, j'étais hyper mal à l'aise, j'arrivais pas à profiter de ces scènes, alors que ça aurait dû être mignon, parce que la tromperie n'était toujours pas avouée. Les deux personnes vivaient leur best life, ils étaient dans leur bulle,
et ils s'en foutaient limite de la gueule de la personne qui se faisait tromper, qui était hyper supportive, qui faisait pas de crise de jalousie, qui était hyper patiente, qui attendait, qui était hyper attentionnée. Après voilà, il y avait quand même de la culpabilité, mais moi j'en ai marre qu'on utilise la tromperie comme ressort. C'est peut-être réaliste pour certains, certaines, mais je déteste ça, surtout que je trouve qu'on est dans un monde, dans une réalité où on banalise de plus en plus la tromperie. J'ai l'impression qu'on relativise sur les actes d'infidélité. Et le fait de retrouver ça dans la fiction, de voir qu'il y a des scènes, il y a de la romantisation entre deux individus alors que ça part d'une tromperie, alors que t'en as une, elle se prend plein la gueule, ça m'a frustrée. Et en plus avec des personnages, on aurait dû s'attacher à eux et du coup on aurait dû être content de leur relation, mais là on s'en fout. On s'en fout, enfin moi je m'en foutais parce que je trouvais, mais avouez votre putain de tromperie, quitte la personne et après mettez en couple avec l'autre. Et du coup, après oui, c'est peut-être humain et je manque peut-être trop d'empathie pour voilà, compatir avec ça, mais j'arrive pas. Je peux excuser le meurtre dans la fiction, mais la tromperie, non. Après, voilà, je vois que c'est le but des autrices de développer des personnages toujours plus humains, qui font des erreurs pour montrer que voilà, on peut s'identifier à eux et que bah, ils restent humains, ils restent de bonnes personnes. Donc je comprends la démarche. C'est juste que je crois qu'il y avait également le trope de la tromperie dans une autre saga de Neil Gaiman et je crois qu'à un moment donné, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour montrer que des personnages ils sont imparfaits quoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas, pour moi c'était un drama pas essentiel quoi. Bref voilà, du coup ça m'a hyper frustrée, ça m'a gâché une bonne partie de ma lecture. Voilà, je devais me lâcher. Même si j'ai bien aimé la fin, ceci étant, j'ai bien aimé la conclusion de la dynamique principale. Franchement, c'était réaliste. Ah oui, il y avait la petite romance de Noël également, How to Excavate a Heart, de Jake, je sais plus, Mayad, je sais plus. C'était une petite romance de Noël lesbienne et ça aurait pu être super cool. C'est juste que je trouvais que l'ambiance des fêtes de Noël n'était pas si prononcée que ça, j'étais pas forcément immergée. Je trouvais que tout était en surface, que ce soit la relation qui se développe très très vite. Après c'est un petit roman donc j'ai l'impression d'être pas mal injuste, mais au niveau du ressenti, ouais je trouvais que ça restait en surface, c'était superficiel. Pareil pour la pratique de l'héroïne, la paléontologie. Au final, on n'a pas beaucoup appris plus que ça sur le domaine. C'était dommage. L'héroïne, elle était ingrate avec sa mère pour zéro raison. Après, ça abordait sa relation avec son ex toxique. Donc ça, c'était cool pour voir comment une relation pouvait être toxique sans qu'on s'en rende compte. Après voilà, ça constitue une petite déception, c'était pas l'une des pires lectures, l'une des pires déceptions, mais voilà, petite mention spéciale. Et pour le dernier livre, oh, je suis désolée, j'en suis la première désolée, vraiment. C'est le tome 3 des Salauds Gentilshommes de Scott Lynch, publié chez Brajlon. J'en suis d'autant plus déçue parce que bah, j'avais pas mal aimé les deux premiers tomes, j'avais adoré le tome 1, j'avais quand même pas mal aimé le tome 2, et du coup je m'attendais à du lourd avec le tome 3, je me disais mais là c'est l'apothéose quoi. Et j'ai l'impression que les promesses, les attentes que j'ai construites avec les deux tomes précédents, bah là, Locke et Jean, ils sont venus, ils ont craché sur mes attentes, quoi, sur mes espoirs. En gros, avec les deux premiers tomes, on va build up, on va un peu anticiper, foreshadower des antagonistes, un cast d'antagonistes qui ont l'air hyper menaçants, dangereux, violents, sans limite. Et là, on les retrouve dans le tome 3. On va les rencontrer sur leur territoire, dans leur pays. Du coup, je me dis, mais là, ça va être danger max, quoi, parce que Locke et sa bande, ils vont être entourés de ces antagonistes, de ces énergumènes qui sont hyper dangereux. Et en fait, il n'y a aucun danger. Locke, il a une mission dans la politique par rapport à ce territoire. Et je m'en foutais complètement, parce que c'était vraiment un combat de riches. Locke, il est engagé par des riches, pour des riches, contre des riches. On ne connaît pas les aboutissants. En gros, il doit faire gagner une élection à un parti, parce que bah, c'est un peu dans la pratique de cette politique. À chaque élection, bah, t'as les partis qui vont embaucher des gens pour faire des coups bas à l'autre camp. Ok, ça peut être cool. C'est juste que dans les précédents tomes, on amorçait un peu la prise de conscience sociale, engagé de Locke par rapport à certains enjeux sociaux. On voyait que voilà, il s'insurgeait face à certaines discriminations, à certaines inégalités. Et du coup, je me disais peut-être que dans le tome 3, cette conscience-là, ça va se renforcer, ça va s'étendre de manière progressive. Et là, non. Genre, on connaît pas les programmes des deux parties, on sait pas quel impact il va y avoir sur la société. C'est quand même assez important. Ou alors, j'ai manqué des infos. Peut-être que j'ai manqué des infos, hein. Parce que j'ai enchaîné les trois tomes, donc peut-être à un moment, je me suis essoufflée et j'ai perdu ma concentration. Mais il n'y avait pas plus d'enjeux que ça.
ça se concentrait juste sur les intérêts des riches. Ils veulent juste gagner. Et du coup, Locke, c'est un peu leur pantin, du coup, il va les faire gagner. Et s'il n'arrive pas à les faire gagner, alors dans les 2 tomes précédents, il y avait un double risque de mort sur lui, qui pesait sur sa bande. Il y a des sacrifices, il y a de la tension, il y a des menaces et tout. Tu te dis, mais comment il va réussir à se libérer de ce double piège, en fait? Et là, il n'y a aucun piège. Genre, on lui dit, si tu perds, bah c'est pas grave, tu peux t'en aller. Et j'étais en mode, mais bah à quoi ça sert en fait? Locke il doit les aider parce que bah juste voilà pour l'argent. Et après bah s'il perd, et bah je crois qu'il gagne quand même de l'argent et après il peut partir pépouze. En fait il y avait une perte en gravité, une perte en enjeu. J'étais en mode mais comment on peut passer du tome 1 et du tome 2 où vraiment ça te tient en haleine, où Locke voilà il est malmené, il essaie de se libérer tout en gagnant de l'argent. Et là bah c'est... Je sais pas. Après, oui, il est face à une certaine rivale qui est un bon personnage et tout, mais c'est pas dangereux, quoi. C'est pas ce qui me semblait promis dans les 2 tomes précédents. Voilà, pour toutes ces raisons, bah, je trouvais que ça perdait en intérêt et j'ai eu du mal à accrocher, quoi. Et j'en suis la première, désolée, vraiment, j'en suis la première toute tristounette, quoi. Puis j'étais vraiment sûre de m'attacher à la bande de Locke, notamment à leur relation fraternelle, enfin, la relation entre Locke et Jean. Vraiment, je vois que c'est une relation qui est tellement bien construite parce qu'il y a des hauts et des bas, ils sont malmenés dans leur relation. Parfois, il y a des moments de divergence qui peuvent être assez amers, assez poignantes. Et ça me touche, mais ça m'a pas touchée comme ça aurait dû m'émouvoir comme pas possible parce que je suis très sensible quand il s'agit de relations amicales. Et j'aime bien quand c'est au centre du récit. C'est le cas ici, mais je sais pas, je trouve que je suis trop distante de la plume. Il y a un truc qui m'a manqué dans la plume et c'est pas à cause de l'auteur évidemment parce que waouh, j'applaudis la manière dont il construit son univers au niveau des détails et tout, c'est hyper riche. Donc ça vraiment, j'enlève rien de la qualité, c'est juste qu'au niveau de mes attentes à moi, bah ça n'a pas répondu à ce que je voulais voir, c'est hyper dommage et ça m'a détaché de l'histoire quoi. C'est tout pour mes déceptions. N'hésitez pas à me partager vos déceptions à vous, vos pires lectures. Je trouve que ça fait quand même du bien de se défouler ainsi. C'est un peu mon côté chippy qui ressort, le fait de pouvoir un peu cracher entre guillemets, même si j'ai essayé de rester la plus respectueuse possible hein, sur les lectures qui m'ont fait passer un mauvais moment. Après voilà, ça n'a pas été l'une des années les plus virulentes pour moi en termes de lecture, en termes de déception. Parce qu'il y a eu d'autres années où bah, c'était pire, où je me disais mais vraiment ces lectures-là, je peux pas, en termes de qualité, c'est horrible. Là, ça va, en fait, ce sont des lectures, c'est juste que ça n'a pas trouvé son public avec moi, mais je comprends quand même leur succès pour la plupart. Je suis juste triste de ne pas avoir adhéré, mais franchement, voilà, ça va. Ce ne sont pas des lectures qui vont me marquer en termes de déception, c'était juste mauvaise passe et c'était un petit ratage et c'est pas grave. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. Et j'espère vous retrouver pour mon top de mes meilleures lectures de 2025 où là ce sera plus joyeux et j'ai trop hâte de vous en parler. J'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles vidéos, notamment en 2026 avec de nouvelles découvertes littéraires et peut-être un peu moins de déception, même si à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 5 janvier et j'ai déjà eu ma première déception de l'année. Ça a été ma première lecture de l'année donc ça s'annonce bien, voilà. Mais ça ce sera pour un autre temps et d'ici là bah, je vous dis très bonne année à vous, quoique là ce sera déjà un peu tard. Bref, bonne santé etc. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!